Ça, c'est OK. Bon, on prend un petit peu de temps, puis après on arrêtera pour Zemmour. C'est qui ça gêne? Qui ça gêne? Qui ça gêne l'arrivée de Zemmour dans le jeu présidentiel, comme diraient certains, un chien dans un jeu de quilles. Pour la droite, titre Marianne, c'est un... Ah mais il manque la moitié, c'est pas grave, parce que j'ai dû zoomer un petit peu. C'est pas grave, on y va. Euh, c'est long ça, je peux vous lire tout ça, c'est trop long. Pour vous lire tout ça. Hmm. Ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, je vais vous le résumer. Ce que dit la Marianne dans cet article, c'est que il y a quelques temps, certains à droite, comme Laurent Wauquiez, par exemple, étaient très contents de venir voir Zemmour, partager la tribune avec eux, voilà, en disant bah, en voilà un qui secoue la poussière. Voilà. La droite voyait alors, une partie de la droite, en l'étoile zémourienne, la clé pour rebâtir son ossature idéologique et reconquérir le sommet de l'État. Vous savez que la droite, depuis quelques années, est assez éloignée de chances de gagner une éventuelle présidentielle. Ça, c'était il y a 2 ans et demi. Hein, une certaine séduction, et le fait qu'on pensait pouvoir miser sur le cheval Zemmour, peut-être pour se rapprocher du pouvoir. Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu le très mauvais score de LR aux élections européennes, un peu plus de 8%, euh, et la montée de la popularité de Zemmour, hein, qui a notamment, d'ailleurs, après ces régionales, déclaré que eh bien, les Républicains allaient finir dans une cabine téléphonique. Cabine téléphonique, pour les plus jeunes, c'était un truc en verre ou en acier, où on mettait des pièces et on passait des coups de fil. Enfin, bon, bref, demandez à vos parents. Les récents scrutins régionaux et départementaux ont donné un semblant de second souffle à LR, mais à 7 mois de la présidentielle, ça c'est vrai, le parti n'a pas de candidat unique derrière lequel se ranger. On pédale dans le yaourt, c'est bien résumé, résume un membre de la direction de LR. C'est dans ce contexte fragile, où la droite va pas bien du tout, que l'hypothèse d'une candidature Zemmour fait irruption et bouleverse de semaine en semaine l'échiquier politique de la droite. Hein. Qu'on s'intéresse ou pas à Zemmour, ce qui est sûr qu'il est en train de bouleverser le jeu politique, notamment à droite. Donc, les dernières enquêtes d'opinion l'ont crédité de scores surprenants, 8%, 7%, et montrent ces enquêtes que le polémiste ne fait pas que grappiller au sein des électeurs du RN, mais qu'il y a aussi des gens qui votaient hier à droite pour LR et qui ont envie de voter pour Zemmour. Voire même un peu plus. Voilà. Et il y a le directeur de l'IFOP, directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, qui dit c'est un candidat à structure hybride. Il parvient à éroder les socles de Xavier Bertrand et de Marine Le Pen, sans oublier celui de Nicolas Dupont-Aignan. Il a un côté attrape-tout, de droite, par ailleurs accepté chez les professions intermédiaires, blablabla, blablabla. Ok. Bon. Donc, on s'inquiète au RN, on s'inquiète à LR. Et là, je vous lis la conclusion de l'article qui est intéressante parce que qui éclaire ce qui pourrait se passer. La présence d'Éric Zemmour dans la course pourrait, d'une part, amoindrir le score de Marine Le Pen au premier tour, ça c'est évident, et d'autre part, priver la droite classique du second tour de la présidentielle. Et ainsi accélérer l'implosion de LR. Et attention, parce que là, on est en politique, donc il y a des arrière-pensées, il y a des calculs qui ne sont pas jolis parfois. Certains font déjà ce pari. Il y en a qui poussent à lui filer des parrainages à droite, glisse un conseiller de LR. Il ne croit pas une seconde en ses chances, mais l'utilise pour atomiser le RN et LR. Stratégie. L'idée étant de favoriser l'émergence après 2022 d'un grand parti conservateur sur les décombres des Républicains et l'usure de Marine Le Pen. Parce que je fais aussi les bruitages. Qui serait démonétisé par une troisième défaite. Reste à savoir qui. Question de Laurent Wauquiez, de Marion Maréchal, ramasserait la mise. En attendant, le polémiste apparaît comme un potentiel instrument de ce chamboulement. Donc il y a des gens à droite et à l'extrême droite qui se disent qu'ils peuvent utiliser le phénomène Zemmour pour tout faire exploser et pour tenter de récupérer les morceaux après pour créer un grand parti qui réunirait l'actuelle droite et l'extrême droite. Voilà les calculs à l'œuvre actuellement. Voilà. Le problème, c'est que qui dit ça c'est une source, un conseiller du parti LR. L'outil ressemble plus à un bâton de dynamite, merci Spattle, qu'à une truelle. Pour la reconstruction, ils trouveront des gens plus raisonnables que Zemmour, voilà, après l'avoir tant choyé. Donc, vous voyez, le doux monde de la politique, hein, où certains se disent que ce que Zemmour va provoquer pourrait bien servir leurs intérêts, mais un peu plus tard.
Bon, un petit sourire maintenant, toujours dans Marianne, qui est vraiment intéressant cette semaine, sur le dilemme des raies urbains. On a tous entendu parler, on a tous lu des articles sur vous savez, ces Français qui, à la faveur de la crise sanitaire, ont eu envie d'espace, de s'aérer, de respirer, de logements plus grands, de jardins, qui ont donc quitté les hypercentres, les centres des grandes villes pour les périphéries, voire les villes moyennes, voire la campagne. Et là, Marianne se penche, c'est assez rigolo, sur ceux qui font le chemin inverse, qui sont partis, qui n'en peuvent plus, et qui reviennent, les réurbains. Et si la grande transhumance vers la campagne faisait des déçus, dans le sens des retours, on rencontre des rats des villes, passés par les champs, soulagés de rentrer à Paris, mais aussi des familles contraintes de devenir citadines par manque d'horizon professionnel. Voilà, je ne vous lirai pas l'article en entier parce que sinon on va finir à 15h tout à l'heure, mais ce phénomène existe. Il n'est pas mesuré, mais il existe. Juste le témoignage d'un monsieur qui était parisien, et qui est parti à la montagne, et en fait il explique qu'il avait trop idéalisé la montagne. Il en avait une image de carte postale, mais il n'avait pas anticipé la bande-son, dit-il. À Divonne-les-Bains, le silence était effrayant, et la nuit noire était angoissante. Moi je suis habitué au bruit des rues, et des voitures, et le soir à l'éclairage des lampadaires. Il habitait dans une tour du 13e à Paris, près du périph'. Périph', montagne, le pauvre. Pour m'endormir, j'allumais la lumière de ma cuisine et je lançais une application sur mon téléphone. J'écoutais les sons de la ville. Il y avait ceux des avions, des marteaux-piqueurs ou des camions poubelles. Et ceux que je préférais, c'était les camions poubelles. J'adore. Voilà. Merci Combi-Cuir. Très joli pseudo. Combi-Cuir, je kiffe. D'où ce dessin assez mignon là, de gros. Voilà, on a un couple qui manifestement est parti à la campagne, et puis ils sont en train de se passer une bande son là pour se rassurer, leur rappeler leur ancienne ville, hein, avec des pimpons, des tututes, du freinage, des mecs en moto en échappement libre, tous les plaisirs des grandes villes, quoi. Des avances enculés aussi, il y a ça. Voilà, et puis il y a madame qui dit à monsieur, rajoute quand même des bruits de camions poubelles, et monsieur qui répond non, c'est pas possible, ce n'est que sur la version payante. Bon, je sais pas si ce phénomène est majoritaire, mais en tout cas c'est rigolo. Sourions, puisqu'on parle de ça, allez, sourions un petit peu. Enfin, j'espère que ça va vous faire sourire, parce que à notre époque aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus rire de tout, et même les dessins de presse maintenant provoquent souvent des polémiques. Alors faisons-nous plaisir, rions. Le week-end approche, là on est à quelques heures du week-end, essayons de nous détendre un petit peu. Regardez, c'est encore Zemmour. Zemmour croqué par Bess, en haut à gauche. Il est à la télé. Tiens, il est sur CNews, c'est bizarre. Et il déclare: le climat inquiète plus les Français que la délinquance. Connaissez-vous le bilan carbone d'un couscous? Voilà. On a en bas à droite Madame Bruno Le Maire, l'épouse du ministre de l'économie. Le gouvernement surestime sa croissance, et Madame qui dit à Bruno: en effet, pas de quoi se vanter, mon pauvre Bruno, en inspectant ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas, sous les draps. Non, je voulais plutôt faire ça. C'est ça. C'est bon ça. On continue. En haut à droite, Zemmour encore, il est partout. Sur les routes de France, il y a des habitants qui le regardent. Un réfugié, le pauvre, proposons-lui l'accueil. Ou encore en bas à gauche, Sandrine Rousseau. Alors ça, c'est une féministe. Elle est chez les Verts, chez Europe Écologie Les Verts. Elle est assez radicale dans son féminisme. Je ne sais pas si vous le savez, elle est candidate à la primaire des Verts. Et elle rend un hommage, Sandrine Rousseau, à Jean-Pierre Belmondo. Elle dit: ça va, Jean-Pierre, Jean-Paul, ça reste un mâle blanc héliporté. Bam. Et j'ai perdu mon dessin. Non, ça c'est le jeune. Ça va, vous n'êtes pas trop gerbillou. Et un petit dernier pour la route. Les talibans, peut-on rire de tout? Moi je crois que oui, ça dépend avec qui. On est en Afghanistan, on a manifestement un taliban en train de lapider une femme. Faut-il traiter avec les talibans? Dessin de gros, et on voit une petite main avec une carte de visite appartenant sans doute à un homme d'affaires, et qui dit: si vous trouvez en dessous du lithium. Voilà, voici pour les coordonnées. Voilà. Non, je voulais faire ça. Bon, quelques dessins de presse pour s'aérer un petit peu. Mais jusqu'à quelle heure si je vais vous emmener, je ne sais pas. Normalement, je m'arrête au bout de 2 heures, et là, ça fait 2h20, et j'ai encore plein de matière. Je pense que je peux tenir jusqu'à 13h. Écoutez, je surveille le nombre de viewers. Si ça baisse, c'est que vous êtes parti manger, dans ce cas-là, moi aussi. Si vous êtes là, je continue. Mais j'ai vraiment beaucoup de choses ce matin. Je crois que j'ai lu trop la presse.
c'est le week-end. Enfin, moi, le vendredi matin, c'est le début du week-end pour moi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est étonnant. Déjà, l'intitulé du dossier, là, il ne pense pas forcément comme nous. Donc, on dit, tiens, un petit peu à rebours des idées reçues. Effectivement, la parole à Guillaume Clossat, qui est fondateur d'un club de réflexion, d'un think tank, Europa Nova, et qui dit, en matière de vaccination, l'Europe n'a pas failli. On l'a entendu, ça, au début de la crise. L'Europe a totalement failli, retard monstre sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne, ne parlons même pas d'Israël, la France, n'importe quoi, où sont les masques, Bon, etc. Vous connaissez tout ça. L'Europe n'a pas failli, dit ce monsieur. Ok, lisons. On a critiqué Urbi et Torbi, et particulièrement dans ces colonnes, à Marianne aussi, l'inefficacité de la stratégie vaccinale européenne. L'Union n'aurait pas assez investi dans la recherche, elle aurait mégoté sur le prix des vaccins, elle aurait été trop lente dans leur homologation. En choisissant la voie de la mutualisation, les États membres auraient été moins efficaces qu'en privilégiant le chacun pour soi. Donc ça, c'était le constat. Avec un peu de distance critique, le moment est venu de reconnaître que l'Union européenne a fait beaucoup mieux que les autres puissances. En tout cas, c'est l'avis de Guillaume Clossat. Et de reconnaître également qu'aucun État de l'UE, peut-être à part l'Allemagne, aurait pu faire mieux seul. Rappelons d'abord que sans l'engagement européen, il n'y aurait pas eu de vaccin si rapidement. C'est l'Union qui a investi en amont dans la recherche fondamentale qui a permis le développement des 2 premiers vaccins homologués, puisque c'est le Conseil européen de la recherche qui a financé les travaux de BioNTech et du laboratoire Oxford à l'origine des vaccins Pfizer et AstraZeneca. Sans le financement de cette institution de l'UE, la mise au point des vaccins aurait pris beaucoup plus de temps, mais l'UE a aussi permis leur production industrielle. Ce sont ces commandes massives, de plusieurs milliards de vaccins, qui ont rendu économiquement viable leur production de masse et donc leur accessibilité au plus grand nombre. Et c'est pas tout. Deuxièmement, force est de constater les limites des stratégies vaccinales nationales, et en premier lieu la stratégie britannique. Vous savez qu'à Londres, on s'est vanté de faire mieux, surtout après le Brexit, que les Européens en la matière. Avec délectation, Boris Johnson a expliqué que c'était grâce au Brexit que Londres avait pu prendre la tête de la vaccination en Europe. La vérité, en tout cas selon Guillaume Clossat, c'est que Londres a peiné à trouver suffisamment de vaccins. Contrairement à sa tradition libre-échangiste, a été imposé un embargo sur l'exportation des vaccins produits sur son territoire. D'ailleurs, à un moment, l'Union européenne a tapé du poing sur la table, d'ailleurs. Je ne le ferai pas parce qu'après, ça fait des bugs et le stream crash. Donc, je le fais comme ça. Non, ne faites pas attention. Le pays a sollicité en vain l'aide de ses grands alliés. Au final, plus d'un tiers des Britanniques auront été vaccinés grâce à la bienveillance de Bruxelles, qui, contrairement à New Delhi et Washington, a accepté même au pire moment de la crise sanitaire d'exporter des vaccins produits dans l'Union et en Grande-Bretagne et conformément à ses valeurs universelles dans le reste du monde. Naïveté, leçon d'élégance post-Brexit, peu importe. La réalité, c'est que sans l'aide européenne, la politique vaccinale britannique aurait été un fiasco et que Boris Johnson aurait dû démissionner. Bon, moi, je n'avais pas entendu ce genre d'analyse. C'est intéressant. Et puis, dernier point de démonstration que finalement les Européens ont assuré. Go manger devant le stream du coup. Je pense qu'il y a pas mal qui se sont mis à déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit. Donc, pour moi, c'est compliqué de manger. Imaginez un plat de bolognaise par exemple, là, parce que je vais en foutre partout. Donc, continuons à jeun. Ça ne me fera pas de mal. Le succès le plus manifeste de l'Union est sans doute le pourcentage de vaccinés qui, en cette fin d'été, a dépassé le niveau américain. Qui n'a critiqué le mois de retard de l'Union dans le déploiement de sa stratégie de vaccination? En fait, ce mois de retard, oui, dû à un processus d'homologation des vaccins plus lent, plus sérieux que celui des autres puissances, a été déterminant dans l'acceptation de la vaccination par les citoyens européens. Presque partout ailleurs, la défiance vaccinale est plus élevée aujourd'hui. L'Union a ainsi réussi à ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est un rappel de la morale du lièvre et de la tortue que nombre de commentateurs pourraient méditer. Dans cette affaire, le plus remarquable est que l'idée que chaque citoyen européen puisse avoir un égal accès au vaccin et que c'est à l'UE de garantir ce droit est paru naturel aussi bien aux États membres qu'à l'opinion publique. Mieux, cette idée n'a suscité aucune polémique, quand bien même l'Europe n'a aucune compétence en la matière. C'est un tournant dans l'histoire européenne. Vous aurez compris que M. Guillaume Clossat est un fervent partisan de l'Union européenne. Ce qu'il nous dit, après vous ferez votre opinion, c'est que les Européens ont assuré face à la crise sanitaire et qu'il faut dire merci à l'UE. À lire page 59 dans Marianne. C'est bon, on a lu Marianne, on a lu le Parisien tout à l'heure.
Mais non, le poilu parisien. Le poilu parisien encore? Mais c'est fou, mais à quelle heure? Allons-nous arrêter ce stream? Mais ça n'est pas possible. J'ai trop faim. Bon, je vois que certains ne sont pas d'accord avec l'analyse à l'instant. C'est pour ça que j'ai dit que. Alors, qu'il y a certains, je vois le tissu d'ineptie, certains ne sont pas d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse. C'est intéressant. Ça n'est qu'une opinion, hein. C'est assez orienté, me dit-on. D'autres trouvent ça intéressant. Okay, c'est bien. Non, de toute façon, on est là pour débattre. Ici, c'est Merci Talou, qui n'est pas du tout en train de manger, qui est en train de bricoler. Ici, c'est bricolage et ce petit apport journalistique est délicieux. Merci. On se fait une petite pause café. Oh, j'ai faim. Je peux aller me chercher un bout de chocolat? On vote? J'ai le droit d'aller me chercher un petit bout de chocolat pour booster un peu les... Parce que j'ai encore le Parisien à vous lire, l'Humanité à vous lire, le Figaro à vous lire, la Croix à vous lire, les Échos à vous lire. J'en ai pour Obama 1 heure. Vas-y mon chacal. Non, pas de bolo au chocolat. J'y vais. Ok. On fait la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous laisse tout seul. Soyez sages, foutez pas le boxon dans la chambre. Je regarde le nombre de viewers et je vous interdis de partir. Donc j'ai bien noté le chiffre dans ma tête. Vous êtes un peu moins de 6000. Mais j'ai noté le chiffre exact. Et quand je reviens avec mon petit chocolat, je veux que vous soyez toujours là. Ok? Ça vous va? Je vais faire un bisou aux enfants. À tout à l'heure les amis. Soyez sages. Je reviens dans 2 minutes max. Trop faim de chocolat. Je suis de retour. Ah, suspense. Est-ce que vous êtes tous partis? Bah, alors je sais pas si c'est mon ordinateur, mais d'après ce que je vois, vous êtes exactement le même nombre. Personne ne serait parti? Alors, c'est le moment de me faire la blague. On t'entend plus. Pourquoi l'écran est noir? Donc je connais la blague, parce que je suis un streamer débutant, mais on me l'a déjà faite. Donc, j'ai plus de son et l'écran noir. Il y a quelqu'un qui dit très sérieux, parce qu'il n'a pas compris que c'était une blague récurrente sur Twitter, qui me dit « Mais faites F5, les gars. Faites F5, ça marche très bien chez moi. » Non, en fait, ça marche très bien chez eux aussi, mais c'est la petite blague du streamer qui s'absente. Je dis pas des bêtises. Je pars maintenant, vu que c'est plus interdit. Il est revenu, mais je vois toujours rien. Est-ce que c'est un... Ah, il est beaucoup trop fort, il apprend trop vite. Enfin, vous m'avez pas vu. Bon, la petite pause, elle est là. Je ne vais pas faire de publicité à ce produit, bien sûr, mais c'est du chocolat. C'est très très bon. Voilà. Pourquoi le stream est en espagnol? Vous êtes grave. C'est plus drôle maintenant que tu connais. Ouais, faudrait que je fasse mine, en fait, de croire à votre vanne pour que ce soit drôle. Je vous le ferai. La prochaine fois que vous me faites une blague, qui est excellente d'ailleurs, hein. Je vous applaudis d'ailleurs. En mode, oh Samuel, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, promis, je fais mine de croire. Hein? Et du coup, je relance le stream. Et je crache.
Ah, c'est le chocolat de Joe Wilfried. Je sais pas de quoi vous voulez parler, je fais pas de pub. C'est pas la rediffusion ici. Mais c'est... Oh, c'est bon. Une note sur 20 pour Twitch et sa commu, bah vous avez... Quelle note je vous mets en toute honnêteté 21 sur 20. Et au même moment, il y a qui écrit dans le chat 21 sur 20. Non mais... Vous avez vu cette connexion là entre... Vous avez vu la connexion? Ça c'est l'épice, comme dans Dune. Café, et on attaque toute la presse nationale, le Parisien, l'Humanité, le Figaro, les Échos, la Croix, 12h30, 2h30 qu'on est ensemble, et je vous ai pas lu ça encore. Café, je veux de l'émote, je veux de la tasse, je veux du mug, je veux du thermos. Je veux, mais je veux. Faites ce que vous voulez, vous. Hein. Café. Moi, je peux taper comme une mule avec mes petits bras et mes grosses mains parce que mon petit d'1 an et demi s'est réveillé de sa sieste, donc c'est cool. Et puis en profitant de cette pause chocolat, j'ai pu faire un bisou au petit dernier et au grand qui revenait de l'école pour son déjeuner. Ouais, pain de bouche au café, ça ne vous a pas échappé. Allez les amis, on profite des 7% de batterie qui me reste sur la tablette pour lire Le Parisien. Donc on a vu cet hommage à Bébel, c'était aux Invalides hier, l'hommage national, et je crois que les obsèques du comédien ont lieu aujourd'hui avec ces mots pour expliquer un peu la tristesse et puis le pourquoi de la popularité de Bébel. Les mots qui sont ceux, je crois, du président, nous l'aimons parce qu'il nous ressemblait. Je ne vais pas revenir sur Belmondo, je vous ai lu plein d'articles ces derniers jours. En revanche, on va... quelqu'un au début du chat me disait, là, il y a 2h30, est-ce que vous avez parlé d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui pourrait être mise en examen? Mais carrément, mon gars, carrément. Agnès Buzyn menacée d'une mise en examen. Page 6 dans le Parisien. L'ancienne ministre de la Santé, effectivement, ça n'arrive pas souvent, est convoquée par la Cour de justice de la République dans le cadre de l'enquête sur la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. C'est un petit peu embêtant pour elle, c'est aussi embêtant pour le gouvernement actuel, nous explique très bien le Parisien ce matin, je vous lis cet article de Pauline Thévenot. Un ministre en tremblait d'avance, le premier confinement à peine décrété. On vient un petit peu donc en arrière, vous l'avez compris. Il y aura les commissions d'enquête, il y aura la Cour de justice de la République. La crainte de plaintes en pagaille contre la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid et de leur suite judiciaire a parcouru les rangs de l'exécutif dès le printemps 2020. Nous y sommes, on y est les gars. Et les filles, puisque Agnès Buzyn. L'enquête de la Cour de justice de la République connaît son premier développement majeur, comme l'a révélé Le Monde. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn est convoquée aujourd'hui pour une possible mise en examen. C'est pas tombé d'ailleurs. Hein, je vais regarder sur les infos. C'est pas tombé parce que au début là j'ai évoqué des matchs de tennis qui s'étaient passés. J'avais pas vu. C'est tombé ou pas? Est-ce qu'elle a été mise en examen? Agnès Buzyn. Ça peut tomber aujourd'hui. Non, devant la Cour de la justice, non, il y a 3 heures. Ok, les dernières infos. Il me semble que ça n'est pas encore tombé. Elle est attendue. Ok, très bien. Hein, soyons au plus près de l'actu. Donc, convoqué pour une possible mise en examen. À ce jour, le parquet de Paris a déjà enregistré plus de 18 000 plaintes, particulièrement visées le manque d'équipement de protection pour les soignants et pour la population, la fameuse polémique sur les masques, vous vous souvenez, mais aussi les errements sur la nécessité de ou non porter un masque. Non, c'est pas la peine de porter un masque. Si, c'est obligatoire. Le même gouvernement, mais ça,
C'est pas la peine de le rappeler, vous le savez. Une situation d'autant plus embarrassante pour l'exécutif que beaucoup en Macronie estiment que la gestion de crise sera l'un des éléments du débat de la prochaine présidentielle. Ce sera au centre de la campagne. Donc effectivement, des mises en examen d'anciens responsables ou d'actuels responsables du gouvernement sur la crise sanitaire, ça ferait désordre. S'ils sont nombreux dans les coulisses du pouvoir à déplorer une judiciarisation de la vie politique handicapante pour la capacité à prendre des décisions, il va toutefois sans dire que l'on ne se presse pas en ce moment au sein de l'exécutif pour s'exprimer à propos de cette nouvelle étape de l'enquête. Et attention, pourquoi on est inquiet ? Je vois quelqu'un évoque le fusible Agnès Buzyn. En toile de fond, le spectre d'autres convocations visant des membres actuels ou passés de l'exécutif, parmi lesquels Olivier Véran ou Édouard Philippe. Ce qui, selon un familier de l'Élysée, inquiète le sommet de l'État plus qu'il ne veut bien le dire. Et plus encore maintenant, ils ont peur de ce que Buzyn peut dire. Souffle le même source, l'ancienne ministre s'est gardée de toute déclaration publique à l'annonce de sa convocation, c'est vrai, mais chacun a en tête le tollé provoqué par ses confidences au Monde, vous vous souvenez de ça ? À l'issue du premier tour d'élection municipale de 2020, un scrutin qu'elle avait qualifié de mascarade, assurant avoir su que la vague du tsunami était devant nous au moment de quitter le ministère de la Santé. C'est des propos qui ont été énormément reprochés par la majorité. Elle a essayé de rétropédaler après, mais le mal était fait. À suivre ça, les amis, l'éventuelle mise en examen d'Agnès Buzyn. On en saura peut-être plus aujourd'hui. Allez, un pchit dans le nez, je vous le fais rapide, pour vous dire qu'il y a le vaccin, mais il y a pas mal de chercheurs, notamment de l'INRAE, l'Université de Tours, donc des Français, qui travaillent sur un vaccin en spray nasal pour à la fois ceux qui n'aiment pas les piqûres et aussi les enfants, puisque si jamais on décide de vacciner les enfants, les moins de 12 ans en France, eh ben, peut-être qu'on préférera leur mettre un spray nasal. Ce sera plus sympa qu'un vaccin. A priori, les résultats de ces recherches sont très prometteurs, avec un vaccin qui serait très efficace contre les variants. Sauf que pour l'instant, ça n'a été essayé que sur des hamsters dorés. Donc là, on n'en est pas encore aux essais sur l'homme. Donc sur les hamsters, bonne nouvelle. Ça marche. Maintenant, on attend pour l'humain. Je vous ai résumé l'article. Qui aime les piqûres demande Heisenberg. Bonne question. Ouais, les piqûres, à un moment. Les tatoués, ils aiment les piqûres, les tatoués. Ils s'en fichent un petit peu, non ? T'es mal à la taille du hamster. T'es mal à la taille du rat. Ce qui me dit t'es mal à la taille du hamster. C'est Grandel. J'adore. Ok. Donc, si mon hamster est covidé, c'est good, me dit Shaozum. C'est pas faux. Si tu as un hamster qui a le Covid, un petit coup de spray nasal et c'est parti. L'opinion, le journal L'Opinion, que je ne vous avais pas lu depuis longtemps, avec un petit article sur Hidalgo, un petit article qui se veut pas méchant et en fait qui est méchant. Enfin, je veux dire, comment dire, un article qui fait genre comment ça va Hidalgo, puis en fait se moque un petit peu. Tout en bas à gauche. Anne Hidalgo, le décollage, c'est maintenant ou jamais. Contrairement à ce qu'espéraient ses proches, l'été n'a pas permis à la maire de Paris de percer dans les intentions de vote. On va page 4, comme nous l'y invite Hidalgo. Et je lis. La future candidate misait depuis de longs mois sur un décollage des courbes, on parle des sondages, à la rentrée. Son été a été riche, rassemblement des élus à Villeurbanne, JO de Tokyo, université du PS. Il n'a pourtant pas permis d'influer une véritable dynamique. La socialiste stagne entre 7 et 9% environ de l'intention de vote, donc on est au niveau de Zemmour, quoi. Pas de quoi plier le match avec les écologistes et de s'imposer à gauche. Le problème, c'est qu'on a une multiplicité de candidatures, comme à droite d'ailleurs. Donc on a à gauche, évidemment, du côté de la France insoumise. Il y a bien sûr les écologistes, la primaire. Le vote de la primaire va se dérouler maintenant, donc il faut plier le match, il faut s'imposer comme le candidat ou la candidate en tête des intentions de vote à gauche, et c'est pas du tout le cas. Donc à la base, Anne Hidalgo voulait pas du tout annoncer sa candidature dimanche, nous explique l'opinion, avait décidé d'attendre le résultat justement de la primaire écologique, voilà, mais justement, face à l'absence de dynamique, et aussi du fait qu'Arnaud Montebourg s'est lancé dans la course, eh bien, elle a décidé d'accélérer un petit peu le tempo, donc annonce dimanche matin en région de sa candidature à la présidentielle. Ce sera officiel, même si c'est un secret de polichinelle, et le 20h de France 2, ce sera dimanche aussi. Puis il y a tout un plan média qui est préparé, vous la verrez notamment avec Karine Le Marchand dans Ambition intime. Voilà ce qu'on apprend dans cet article. Ouais, il y a un truc qui... Ouais.
C'est marrant ça. Ouais, juste, c'est les délices de la politique. En fait, nous apprend l'article de l'Opinion, Anne Hidalgo attend beaucoup les écologistes. En fait, attend beaucoup, enfin, espère très fort qu'ils vont se cracher. Explication. La maire de Paris attend de voir ce que donnera la primaire écologiste. Depuis le début, elle mise sur leur effondrement. Pourquoi les sympathisants ne choisiraient-ils pas, comme à leur habitude, c'est vrai, c'est une habitude des militants verts, le plus radical des postulants et donc celui qui a le moins de chances de gagner? Ne riez pas, c'est ce que font les verts quasiment à chaque fois. En l'occurrence, le maire de Grenoble, Éric Piolle, ou l'écoféministe Sandrine Rousseau, qui ont les faveurs un peu des militants, mais a priori qui ne sont pas forcément ceux qui feront les meilleurs scores à la présidentielle. Alors c'est vrai que c'est une constante chez les écologistes. Ils ont, rappelez-vous Nicolas Hulot par exemple, des candidats qui sont à même de rassembler les votes des Français, mais ils choisissent des candidats qui sont plus radicaux, donc qui plaisent plus aux militants, mais qui ont des scores après la présidentielle qui sont souvent catastrophiques. C'était celle qui avait été choisie face à Nicolas Hulot, de mémoire, c'était Eva Joly, par exemple, très sympa, mais qui avait fait une campagne catastrophique. En tout cas, les résultats des votes. Donc, Anne Hidalgo, qui a bonne mémoire, espère justement que c'est un candidat un peu radical qui va être choisi. Mais si Yannick Jadot venait l'emporter, alors Yannick Jadot, c'est l'inverse, c'est pas le plus radical, mais c'est celui qui pourrait potentiellement le plus plaire, non plus aux militants, mais aux Français. Or, quand tu veux gagner une présidentielle, il ne s'agit pas de plaire aux militants, mais bien aux Français. Si Yannick Jadot venait à l'emporter, l'équation devrait être plus complexe. Ces deux écolos social-démocrates ne devraient pas être ensemble dans la course. L'un devrait se rallier derrière l'autre, Hidalgo derrière Jadot ou l'inverse. Donc, ça va être plus compliqué. Mais il y a un proche de la mairie de Paris qui dit c'est pas grave, Yannick Jadot fera des conneries, il tiendra jamais la durée de la campagne. Ambiance, on est bien en politique, ok, pas de souci. Tiens, un mot de l'équipe très vite, pour pas plaindre le PSG, mais se dire que c'est tant mieux pour eux. Ils ont des soucis de riches. Demain, il y a PSG Clermont, et c'est l'embarras du choix, pas seulement en attaque, aussi pour les goals, parce qu'ils ont deux immense goal de stature internationale, hein, Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma, qui sera le gardien numéro 1 du PSG cette année. On a d'un côté le champion d'Europe italien et puis l'autre, un grand gardien aussi. Et pour l'instant, l'entraîneur ne semble pas avoir tranché. On ne va pas les plaindre, hein, tant mieux. En revanche, on va parler de tennis. Ça va faire une petite aération. On va parler de tennis parce qu'on a Djokovic. Voilà, la photo qu'ils ont choisie, le pauvre Djoko. Hein. Il s'est vraiment le mal aimé, lui. Djokovic, qui, s'il gagne... Oh là, j'ai ma carte d'acquisition graphique qui vient de se jeter dans le vide. Mais si vous avez toujours l'image de Djokovic, c'est que rien n'est cassé. Djokovic, qui, s'il gagne l'US Open cette saison-là, à la fin du week-end, eh bien, les amis, va devenir The Greatest. Oh, j'ai un accent pourri. Bref, le GOAT, hein, of all times. Parce qu'il va remporter, dans ce cas-là, 21 tournois du Grand Chelem. Il passe devant Federer et Nadal, qui ne sont qu'à 20 tournois du Grand Chelem. Et donc, au-delà des polémiques, parce qu'il est moins aimé, il a une image moins consensuelle que ceux que je viens d'évoquer, Nadal et Federer, eh bien, il deviendrait pour certains le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Et d'autant que s'il gagne l'US Open, c'est un 4 à la suite, comme dirait un certain animateur de questions pour un champion, puisqu'il aurait gagné cette saison tous les tournois du Grand Chelem. Ça n'est pas rien. L'équipe se penche sur cette histoire, cet enjeu, et sur le briseur de rêve, parce que sur la route de Djoko, il y a d'abord la demi-finale avec Alexander Zverev. Ça n'est pas rien, sauf que l'équipe nous explique que c'est un match qui se joue en 3-7 gagnants, donc c'est un match long, et à ce jeu, Djoko est aujourd'hui imbattable. Donc, ça c'est l'analyse de l'équipe. Attendons cette demi-finale, Djokovic-Zverev, en espérant que le match n'est pas joué d'ailleurs, parce que avec le décalage, non je pense pas, hein, c'est pas joué, je tape Djokovic. Parce que parfois, comme c'est aux États-Unis, entre la presse écrite et le décalage, non c'est pas joué, hein. C'est ce soir à 1h du mat. Voilà, merci beaucoup, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Kaiser, 35-17 pour l'info, 1h, ok. On aura le match. Donc c'est une histoire qui est incroyable, même quand on n'est pas passionné de tennis, ça ne laisse pas insensible d'avoir en cette époque-là trois joueurs de ce niveau-là qui jouent au même moment, Djoko, Nadal et Federer. C'est quand même quelque chose, même si en plus la jeune génération est là, il y a des jeunes joueurs de grand talent comme Zverev qui tapent à la porte. Vous savez quoi, on va rester sur le tennis parce qu'il y a une autre histoire qui est formidable en ce moment à l'US Open. Tac.
Ah, je vais vous la chercher, cette fois on passe à la presse papier. Où est-ce que je vous ai mis ça? Ne bougez pas, c'est par là. Télis, télis, télis. Télis, télis, télis. Est-ce que c'est dans la Croix que j'ai vu ça ce matin? Ouais, c'est la finale dame, bien sûr. C'est la... Eh oui, bien sûr. AX10 qui me dit ça, c'est la finale dame. Il manque des Français au top, me dit Terminatrix. C'est pas faux. C'est pas... Et oui, c'est l'affiche de la finale dame, puisque on a, tout à l'heure au début du chat, on a bien ri, parce que j'ai dit, ah là là, on en est au demi. Moi, je rêve d'une finale à l'US Open entre ces deux très jeunes joueuses, 18 et 19 ans, ce serait complètement fou. Et là, on m'a dit, mais Sam, les demi-finales, elles sont jouées. C'est effectivement l'affiche. Ce sont ces deux joueuses de 18 et 19 ans. Hein. 12h47, on a faim, me dit-on dans le chat. Allez manger, allez chercher des trucs à manger, ramenez-les devant l'ordi, sans en mettre partout. Donc on a cette finale incroyable avec notamment Emma Raducanu. Elle est toute jeune, elle a 18 ans. Quand elle est arrivée en demi-finale, on s'est rendu compte que jamais une joueuse issue des qualifications était arrivée en demi. Là, elle est en finale, c'est complètement dingue. Quoi qu'il arrive, la gagnante de l'US Open cette année, elle aura maximum 19 ans. Quelqu'un me faisait remarquer dans le chat tout à l'heure que... Pardon. Je regardais si ma prononciation était bonne. Ça allait, la prononciation? Ouais. Ça mange devant le stream ici, ouais. Et donc, quelqu'un me faisait remarquer au début du stream que l'âge additionné des deux joueuses, on n'arrivait pas à l'âge de Williams, qui est toujours en lice. Enfin, pas dans ce tournoi, mais dans le circuit, bien sûr. Donc là, on a un joli portrait d'Emma Raducanu, donc 18 ans seulement, hein, qui a été révélée à Wimbledon. Alors, on a un joli papier ici, voilà. Voilà. Et qui dit quoi? Alors, pop, 18 ans, ça n'est pas ta galerie, les anciens sont submergés, c'est une superstar en devenir, dit Martina Navratilova. Donc si Navratilova dit ça d'elle, c'est que c'est pas faux. Elle tape la balle comme un certain Djokovic, dit Mats Wilander, immense champion aussi. Qualité athlétique, détermination, concentration, waouh. La presse anglaise s'enflamme. Parce qu'elle a une nationalité anglaise, ouais, native de Toronto, donc là on est au Canada, élevée en Angleterre, donc elle est canadienne ou bien... Non, elle est britannique aujourd'hui, par son père roumain et sa mère chinoise, voilà. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu sur la nationalité, mais elle est britannique. Voilà. Alors il y a très peu de temps, avant Wimbledon, elle était 338e au classement mondial. Voilà, elle avait rien. Et puis à Wimbledon, elle s'est complètement révélée. Voilà, elle est arrivée en 8e, elle a perdu en 8e, mais voilà, elle s'est complètement révélée. Et puis là, on voit bien qu'elle est en train de franchir une nouvelle étape. Emma Raducanu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette joueuse, c'est un visage que je vais vous le montrer, à laquelle vous allez devoir vous habituer. Emma, ce qui est bien avec Google, c'est que pour les gens connus, vous tapez Emma et vous trouvez tout de suite. Voilà, c'est elle, Emma. Hop, c'est elle. C'est cette joueuse-là. Bon, elle est très jolie sur toutes les photos, donc peu importe celle que je prends. Si je fais ça, ça marche? Non, je fais n'importe quoi. Je voulais vous la mettre plus... Voilà. C'est elle, voilà. Article du Parisien ici. Voilà, c'est elle. Voilà. Et là, c'est une photo. Je me demande si cette photo n'a pas été prise d'ailleurs. Ouais, c'est ça, en quart de finale de l'US Open. C'est cette jeune joueuse-là. 18 ans, elle est toute jeune. Incroyable. Voilà. Et c'est peut-être elle, la finaliste, celle qui va remporter l'US Open, sauf qu'elle est opposée à une autre joueuse de 19 ans aussi. Voilà. Raducanu. Peut-être que je ne prononce pas bien, hein, parce que bon, ça c'est par ses origines roumaines, et peut-être que quelqu'un le prononcerait mieux que moi. Peut-être que, comme je ne suis pas un habitué des matchs de tennis, peut-être que ça ne se prononce pas tout à fait comme ça. Benoît Père a dit qu'elle manquait de mental. Je vous kiffe. Les commentaires, je kiffe. Hein, sur la prononciation, ça va. Raducanu, ouais, c'est ça, ouais, Raducanu. C'est ça, à un moment, j'ai bugué. Bonjour Samuel, bonjour le chat, heureux de pouvoir enfin assister à l'émission. Salut Eldami. Sachant je suis à l'antenne depuis 2h50. Je suis en train de battre mon record pour une revue de presse. Je suis un peu bavard ce matin. Donc, Wimbledon, tagadam. Alors, service ravageur, défense de fer, capacité remarquable à s'adapter au jeu de son adversaire, fraîcheur, pop, ok.
Voilà. Et donc, je vous parlais de son adversaire qui n'a que 19 ans. Hein. Je crois qu'elle n'a que 2 mois de plus d'ailleurs. Je pense que la jeune Britannique là va sur ses 19 ans également. C'est la Canadienne Leila Fernandez, joueur surprenante aussi. Et donc, on aura un match entre 2 joueuses de 18 et 19 ans en finale de l'US Open. C'est juste complètement fou. Conclusion de l'article de Jean-Luc Ferré. Reste à savoir si ces jeunes gens pressés confirmeront en nouvelle star ou passeront comme des étoiles filantes. On leur souhaite bien sûr plutôt la première hypothèse. Les deux ont ridiculisé toutes les top joueuses. Ouais, c'est vrai qu'elles sont totalement en feu dans cette US Open. Puisqu'on a la croix en main, les gars, ne nous fatiguons pas, n'allons pas chercher un autre journal, gardons la croix, où il y a des choses assez intéressantes, notamment la rentrée universitaire. Si vous êtes concerné, bonne rentrée. Une rentrée universitaire presque normale, c'est cool, au vu de ce que les étudiants ont vécu ces derniers temps. Rentrée presque comme les autres, titre la croix. En présentiel, les étudiants retrouvent les bancs des universités après 1 an et demi de cours à distance. Lisons quelques éléments de cet article. C'est 2 pages consacrées à la question. Ce mois de septembre marque donc la réouverture complète des universités. Après 1 année et demie de cours assurés pour l'essentiel à distance, pour les étudiants, cette rentrée quasi normale, sans limite de jauge ni passe sanitaire, est un soulagement. La mobilité internationale, c'est important. Aussi, la mobilité internationale va pouvoir reprendre après un coup de frein évident depuis le début de la pandémie. J'ai noté des choses intéressantes dans cet article. La réaction des étudiants, par exemple. Nenyu, commentaire dans le chat, mon frère en terminale a l'impression d'avoir loupé ses années de lycée à cause du Covid. C'est vrai que moi j'y pense souvent aux jeunes, aux lycéens et aux étudiants, là, à ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. C'est pas cool. C'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, là, on a Sophie, en 3e année de licence de maths et physique. Quand j'ai appris cet été, aux 13h, que le gouvernement voulait une rentrée en 100% en présentiel, j'ai sauté de joie devant ma télé, dit Sophie. À l'inverse, début 2021, elle était totalement abattue, elle le raconte à la Croix. Je n'en pouvais plus de l'enseignement à distance. Peut-être que certains dans le chat ont été concernés par ce sentiment. Il m'arrivait de garder mon pyjama toute la journée, les cours s'enchaînaient, souvent jusqu'à 18h, l'œuvre du couvre-feu, je ne sortais pas de toute la semaine. J'ai même hésité à interrompre mes études, dit Sophie. Mais pourquoi faire, s'interroge-t-elle encore aujourd'hui. Ses proches en ont dissuadé, elle a serré les dents. Un nouveau semestre a démarré, des cours moins abstraits sont apparus, la soif d'apprendre est revenue. En cette rentrée aux contraintes sanitaires allégées, avec masque mais sans limite de jauge, Sophie veut croire en la possibilité d'étudier vraiment. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont dans cet état d'esprit, en mode ça va nous faire du bien. Même si certains ont beaucoup aimé le distanciel par ailleurs. Alors, il y a puis les cafés ont rouvert. Après les cours, on peut prendre un café ensemble, socialiser, échanger, refaire le monde. Encore faut-il avoir les moyens de s'y rendre dans les cafés. Écrit la Croix ce matin. En fermant le robinet des petits boulots, la crise sanitaire a accentué et mis en lumière la précarité étudiante. Pour beaucoup, la possibilité d'occuper un ou plusieurs jobs constitue paradoxalement la condition même d'une poursuite d'études. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que beaucoup de petits boulots, je vois un témoignage de Ninoa ici, en tant que prof, je n'en peux plus de vivre mon travail sous le Covid, au lycée, à l'université, c'est insupportable, je le comprends bien. Donc disparition des petits jobs, ça c'est une catastrophe pour beaucoup d'étudiants aussi. Et puis c'est pas tout, les stages, les contraintes sanitaires ont produit d'autres conséquences sur les parcours étudiants, nombre de cursus intégrant de longues périodes de stage. Certains de mes camarades n'en ont pas trouvé, ou bien ont vu leur stage annulé au dernier moment, ce qui complique la validation de tout leur parcours. Décidément, période vraiment compliquée pour les étudiants, et on espère du mieux. Je vous ai lu l'article sur la jeune tennisman. Il me reste un truc dans la Croix, une histoire de Tintin, une histoire de bande dessinée. Ça se passe au Canada, polémique. Tintin chez les anges. Au Canada, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Des milliers de livres ont été retirés des bibliothèques scolaires au nom de la réconciliation. De quoi s'agit-il ? Alors, finalement, l'auto-da-fé, parce que des livres ont été brûlés, a été suspendu, mais on se demande encore, écrit la Croix ce matin, ce qui a bien pu passer par la tête des responsables du Conseil scolaire catholique de Providence dans l'Ontario. Depuis 2 ans, c'est Radio-Canada qui l'a révélé cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle, les établissements qui dépendent de cet organisme francophone ont retiré de leur rayonnage près de 5000 ouvrages
accusés de véhiculer des stéréotypes racistes. Une trentaine ont même été brûlés au cours d'une cérémonie de purification. On a brûlé des Tintins, on a brûlé des Astérix, oui. Alors 5000, non, Chamang me dit brûler, pas juste retirer. En fait, 5000 retirés et quelques-uns brûlés. Enfin, ça n'empêche pas. Donc on a brûlé des Tintins, des Astérix, des Lucky Luke, ouvrages subversifs au motif qu'ils contiennent des dessins ou des dialogues jugés offensants pour les minorités. Voilà pourquoi ces ouvrages ont été retirés, voire brûlés. Selon une porte-parole du conseil scolaire, donc l'initiative visait à faire un geste d'ouverture et de réconciliation. C'est peu dire, écrit Lacroix, qu'elle a manqué son but. À 10 jours des élections fédérales, l'affaire a envenimé la campagne. Donc on parle de Tintin et d'Astérix. Mais l'onde de choc politique est là, exacerbant les positions sur le thème ultra-sensible de l'identité. À un tel niveau d'angélisme, la plus juste des causes n'a pas besoin d'adversaires. Voilà. Bon, là on est un petit peu sur... pas un petit peu... Merci Flix, en tout cas merci pour le soutien, pour le sub. Bon, en plein débat sur la cancel culture. Voilà. Si Valentin me pose la question, je pense qu'on est totalement en débat sur la cancel culture. On va pas lancer le débat maintenant parce qu'il est 12h58 et je parle depuis 3 heures. Et à un moment, vous allez pouvoir reprendre vos vies et une activité normale. Ok, c'est ok pour la croix. L'humanité, les échos, la croix. Qu'est-ce que j'ai? Allez, un petit coup de Figaro. Hein, je suis descendu. Merci Red 31. Je suis descendu au kiosque, acheter les journaux tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, on peut sub. Oui, on peut sub, c'est nouveau. J'ai eu le feu vert de mon employeur. Voilà. L'idée, c'est que petite parenthèse sur les subs, que lors de la première saison, j'avais fermé, on ne pouvait pas s'abonner à ma chaîne. Je crois que je vois pas beaucoup de streamers qui ont fait ça. Du coup, merci. Mozilla Rum, j'espère que je prononce bien ton pseudo. J'avais fermé, pendant 4 mois j'ai streamé presque tous les jours et on ne pouvait pas s'abonner à ma chaîne. C'était une expérience et puis j'avais besoin d'autorisation de mon employeur. Puis je me suis rendu compte que ça me prenait 3 à 5 heures par jour, en plus de tout ce que je faisais à côté. Là par exemple ce matin je me suis levé à 4h30 pour lire les journaux et puis là on est sur un stream de 3 heures. Donc on va dire 3 heures de lecture minimum et 3 heures de stream. Là c'est un exemple, aujourd'hui c'est 6 heures. Donc je me suis dit, ok, pour le faire sur la durée, notamment pour pouvoir le légitimer par rapport à ma famille, c'est-à-dire les 6 heures que je passe là-dessus, je ne les passe pas ailleurs, il faut que ça devienne en quelque sorte aussi un troisième job, comme France Info, comme question pour un champion. Donc j'ai ouvert les subs, j'ai pris cette décision. Merci, Max à l'instant, avec l'accord de mon employeur qui m'a été donné. Voilà pour l'histoire des subs. Les subs, pour ceux qui ne connaissent pas, les abonnements, c'est s'abonner à cette chaîne pour permettre de l'avoir dans certaines conditions. Il n'y a pas les pubs. On a le droit... Merci du coup. On a le droit aux émotes, aux badges, voilà, puis d'autres choses que je vais développer dans le futur pour les abonnés, le visionnage. Merci du coup, c'est cool, merci à toi. C'est quoi, c'est Rototov que vous puissiez voir le stream dans les meilleures conditions, notamment le fait qu'il n'y ait pas la pub. Et merci à Romstech qui vient d'offrir tous ces abonnements là, ça c'est cool. Aux autres viewers. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision et j'en suis très heureux. C'est ce qui va faire que c'est une expérience que je vais pouvoir mener sur le long terme. Et donc, à l'image d'une saison de télé qui va s'arrêter en juin, l'objectif, c'est bien d'aller jusqu'en juin. Pardon, je reviens au Figaro. Après cette parenthèse, merci à Bracada quelque chose. Merci à toi. Donc, un petit point sur... on va faire court. Merci à ceux qui offrent des subs. Comment Macron prépare sa campagne présidentielle? Vous savez quoi? Je ne vais pas vous lire celui-là parce que des articles d'ici le premier tour de comment Macron prépare sa présidentielle, vous allez avoir des caisses. En revanche, je vais vous lire cet édito qui est plutôt sympa. J'ai jamais compris ce que c'était le train de la hype. Merci Camille. Jamais trop compris. C'est super, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais merci à tous, vous êtes adorables. Giscard ou Obama? C'est intriguant ça, à propos de Macron. C'est Vincent Trémollet de Villers qui écrit. On le disait à bout de souffle. Et voilà qui respire. Emmanuel Macron, depuis son entrée par effraction en politique, a été l'interprète de nombreux rôles, alternant légèreté coupable et gravité seconde. 10 fois, on lui a promis la chute, 10 fois, il a su se rétablir. Autour de lui, un paysage désolé où les différentes familles politiques s'épuisent dans des pugilats, c'est bien écrit, circulaires et désolants, comme le font les personnages du village d'Astérix.
On reparle d'Astérix. Un climat économique dont le réchauffement spectaculaire n'inquiétera personne. Une pression épidémique qui diminue à mesure que le nombre de vaccins et de vaccinés progresse. Donc c'est vrai que la situation s'est plutôt améliorée. La rentrée sera terrible, proclamaient les augures médiatiques au début de l'été. Leur modélisation politique se révèle aussi incertaine que les travaux prédictifs de certains de nos épidémiologistes. Ils sont coquins au Figaro. Emmanuel Macron est plus populaire à la fin de son mandat, c'est vrai, que ne l'étaient ses deux prédécesseurs. La cote de popularité de Macron est, selon les sondages, beaucoup plus haute que celle de Nicolas Sarkozy et François Hollande. En même temps, pour François Hollande, c'était pas dur puisque vous savez qu'il a fini très très bas en popularité. Il bénéficie d'un socle électoral qui le place le plus souvent en tête des intentions de vote. Au premier tour, face à Marine Le Pen, il sera largement réélu. Merci encore à ceux, comme à l'instant, qui offrent des subs aux autres. Vous êtes super généreux. Valéry Giscard d'Estaing ou Barack Obama? C'est quoi cette question, cette comparaison? L'esprit humain, que les comparaisons rassurent, cherche dans l'histoire politique récente un modèle éclairant. Les macrono-sceptiques rappellent volontiers la situation favorable de Giscard en 1980, grand favori à sa réélection, a été élu en 1974, pour souligner que la défiance l'emportera sur l'adhésion. On se souvient qu'en 1981, ce n'est pas VGE qui a été réélu, mais bien François Mitterrand qui a été élu pour la première fois. Je vois des vannes. Je vois des vannes, notamment sur le nom de l'éditorialiste. Là. Merci Max. Trémollet. Je ne relève pas toutes les vannes, sinon on ne va pas finir. Donc, alors, est-ce que c'est VGE? Tout le monde disait qu'il allait être élu et pas. Ou est-ce que c'est plutôt Obama? En face, on préfère évoquer le feel-good de la seconde victoire de Barack Obama. Dans les deux cas, la personne prime le programme. Macron, au départ, a séduit parce qu'il était, à lui seul, une promesse de réforme. Entravé par les gilets jaunes et le Covid, il voudrait apparaître désormais comme le point d'équilibre d'une société qui se disloque. C'est là-dessus qu'il sera jugé, estime Le Figaro. Obama, VGE. Bon, on verra. On verra dans quelques mois, puisque cette présidentielle, merci, The Prince Link, elle approche. Bon, ça c'est le Figaro. Rapidement. On va pas y passer des heures, mais c'est assez étonnant. Regardez ce que je vois là. Exclusif. Ça c'est le truc. Merci Cathy. Exclusif. La carte de la délinquance à Paris par arrondissement. Waouh. Bon, vous êtes avec le Figaro qui aime bien parler de la criminalité, de la délinquance, de la sécurité. On est sur un journal plutôt conservateur, c'est une thématique qu'il aime bien. Merci Tsuka. Alors, mes cartes de la délinquance à Paris. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez des cartes. Où est-ce qu'on vole les voitures le plus? Où est-ce qu'il y a le plus de pickpockets? Où il y a le plus d'atteintes aux personnes? Où est-ce que voilà. Je vous lis juste un truc qui est super surprenant. Je n'ai pas l'explication. Parce que le Figaro ne la donne pas. Hein. Le 8e arrondissement, alors 8e arrondissement, c'est chic, hein. C'est Champs-Élysées, c'est le Triangle d'Or, Avenue Montaigne, Grand Couturier, les restos, le café est à 15 €, c'est 8e, quoi. Champion des violences conjugales. C'est le début de l'article de Jean-Marc Leclerc dans le Figaro. Le 8e arrondissement, celui des Champs-Élysées, quartier huppé s'il en est, tu m'étonnes, s'impose comme le champion des violences conjugales déclaré à la police en nombre de faits par habitant. Merci Forel. Loin devant le 18e arrondissement populaire, qui comptabilise plus de violences conjugales, mais avec une population 5 fois plus importante. Donc en fait, merci Fruity Loops. Si on rapporte à la population, l'arrondissement de Paris, champion des violences conjugales, c'est le 8e arrondissement. Alors, le Figaro ne donne pas d'éléments d'explication parce qu'on n'en a pas, parce qu'on n'a que des chiffres bruts. Mais c'est quand même assez étonnant, quoi. Voilà. J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication à vous donner. Ce serait intéressant. Il y a peut-être des études là-dessus. Merci Francis Munster. Francis Munster, j'adore. Étonnant. Ben, ça, c'est dans le Figaro. Voilà. Je crois qu'on est bon pour le Figaro. Qu'est-ce qu'on va se dire maintenant? On va passer... l'humanité, après le Figaro, c'est l'humanité. On est d'accord, ça va de soi. Hein, okay. On est passé en full émote ou pas là? Je vois que des émotes. C'est quoi? C'est le débat sur les violences conjugales là? Quelqu'un vous a mis en full émote là? C'est au niveau des modos qui s'est passé? Ouais.
Ah ouais, chat en émote uniquement. C'est le débat sur la violence conjugale là, qui est parti en sucette. Je pense que... merci aux modos qui sont là d'ailleurs. Mais je sais pas. Ah, salut Amber It. Ouais, je vois qu'effectivement il y a eu un truc sans doute sur la violence conjugale, ça a dû partir en sucette et donc quelqu'un a passé le chat en émote. Only. Allez, on passe à l'UMA. Comme ça, peut-être on pourra commencer à se reparler. Enfin la fête. La fête de quoi? La fête de l'UMA. C'est l'humanité qui parle de la fête de l'humanité. Le grand rendez-vous politique, je pense qu'on peut remettre les commentaires dans le chat. Le grand rendez-vous politique et festif ouvre ses portes pour 3 jours. C'est la traditionnelle fête de l'UMA. En Cali centrale, l'intégralité des débats heure par heure. Voilà. Il n'y a rien eu, c'est l'anticipation des modos? Je sais pas, les modos ils font un super boulot. Hein. Mais en tout cas, content de vous retrouver dans le chat. Donc, c'est plutôt un bon signe, parce que si la fête de l'UMA revient, bah, c'est qu'on revient à la vie un petit peu d'avant. Il y a un joli édito de Maude Vergnol. La fête vous tend les bras. Après tant d'épreuves et d'isolement, merci ministre du frigo. Après tant d'épreuves et d'isolement, nous les aurons attendues, ces retrouvailles à la fête de l'humanité. Elle est là, échafaudée par ses militants, défiant le ciel du Bourget. Elle est belle, solidaire et culturelle, enthousiaste et généreuse, inventive et combative. Je suis jamais à la fête de l'UMA, il me paraît que c'est très sympa, mais surtout, c'est l'édito qui est beau, parce qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Et ça, c'est sympa. Elle vous tend les bras. Quel meilleur antidote à la sinistrose que venir se frotter à cette humanité riche de sa diversité, qui rit et danse, débat et réfléchit, puisque la fête de l'UMA, c'est de la musique et ce sont des ateliers où on débat. Pour la première fois dans cette dimension, depuis le début de la pandémie, la vie artistique et ses créateurs vont s'y déconfiner et retrouver les foules joyeuses et le contact du public qui leur a tant manqué. Avec des dizaines de concerts, de débats, de rencontres, spectacles, dédicaces, plus encore qu'une simple parenthèse enchantée, il est bien écrit cet édito, il est mignon. La fête sera le creuset de ce monde d'après qui ne peut plus attendre. Moi déjà, quelqu'un qui se félicite du retour de la fête, comme ça fait du bien. Voilà. Alors c'est la fête de l'humain, mais c'est la fête. C'est là qu'il se construit. Le monde d'après, au croisement des luttes et des pensées, on est avec l'humanité, qu'il rassemble les intelligences et les forces disponibles pour de nouveaux jours heureux. Et il en faudra pour affronter les défis à venir, donc là on est moins sur la fête que sur la politique, dans une démocratie anémiée à 7 mois d'une échéance majeure pour l'avenir de notre pays que le locataire de l'Élysée voudrait réduire à son duel mortifère avec l'extrême droite, chasser la présidentielle. Merci Luni-June, elle revient au galop. Dans les allées de la fête, on revient à la fête. Dans les allées de la fête, on regarde le monde en face avec son bruit et ses fureurs. On revient à la politique. Ces conflits sont des astres climatiques pour mieux le changer. Ici, les femmes afghanes pourront parler librement. Les premiers de corvée seront à l'honneur et les peuples du monde ne se feront pas la guerre. On y défend la paix, le progrès social, l'émancipation, la solidarité concrète, le partage des richesses. On y débat aussi avec ses adversaires politiques, sereinement, argument contre argument, loin de la culture du clash et des petites phrases dont s'abreuve la lepénisation des ondes. Merci Noé. On ne se contente pas d'attiser la colère, on la transforme en engagement politique. Bienvenue à la fête, elle est à vous. C'est la fête de l'UMA. Pour ceux qui veulent y aller. Et alors, fête de l'UMA, fête de l'UMA, fête de l'UMA, fête de l'UMA. Fête de l'UMA, fête de l'UMA, fête de l'UMA. Il y aura... J'ai vu, il y aura une interview. Il y aura Alain Souchon. Ah oui, je suis d'accord, c'est joliment écrit et plein d'espoir, me dit Starness. Ouais. Il y aura Alain Souchon qui sera à la fête de l'UMA, il est déjà venu, seul ou avec Laurent Voulzy, son ami de toujours. Il est de retour pour le concert de clôture et il dit ça. Je ne connaissais pas trop, moi, la pensée politique d'Alain Souchon, qui est un citoyen, qui a le droit de s'exprimer. Que vous inspire la fête de l'UMA? Elle fait partie de la France et de son histoire. Cette fête du Parti communiste appartient à l'identité française au même titre que le catholicisme, c'est un rapprochement qui est intéressant. Ce sont des choses profondes, toujours émouvantes et ancrées en nous. Le désir d'aplanir les injustices et les différentes monstrueuses qui existent est le propre des premiers chrétiens et de la religion communiste. Encore un rapprochement étonnant. C'est toujours bienveillant. Aimez-vous les uns les autres, donc ça c'est le côté chrétien. Essayons de nous rassembler contre les gens qui nous exploitent, c'est le côté communiste. Et pour Souchon, c'est un peu la même chose. Actuellement, ce qui manque est de se tenir les mains, d'être unis dans un même idéal. Pourquoi vous associez le terme religion à celui de communisme, demande l'UMA, parce que
on va rappeler que Marx disait quand même que la religion, c'était l'opium du peuple, donc le rapprochement est assez étrange. Alain Souchon répond « Tout le monde espérait, en croyant en un idéal qui rassemblerait les gens. C'est la même chose avec la formule de Jésus « Aimez-vous les uns les autres ». Il le redit. Elle veut dire « Essayons d'être frères ». Ce désir de s'entraider et de se battre tout le temps est touchant. Et enfin, dernière question. Donc, réponse d'Alain Souchon. Si la fête de l'UMA devait s'incarner dans une de vos chansons, eh bien, une réponse, ce serait « Jamais content ». C'est beau de ne pas se satisfaire du monde comme il l'est, de vouloir le changer, au moins sur certains aspects. Je relis la phrase, c'est beau de ne pas se satisfaire du monde comme il est. C'est du Alain Souchon, et je vois Piscopate qui dit bien bravo Mister Souchon, enfin un peu d'humanisme. Je me suis toujours demandé comment on devient un modo, c'est Samuel qui recrute. C'est simple, si vous voulez participer à la modération de cette chaîne, vous m'envoyez un DM sur Twitter en m'expliquant un petit peu vos motivations, vos disponibilités. Et puis moi, je fais suivre à l'équipe de modération qui coopte en fait. Donc c'est pas moi qui prends la décision. Je recueille les candidatures, si vous le souhaitez, et puis je propose à l'équipe de modération pour voir si effectivement il y a des besoins. Voilà, c'est tout simple. Je n'avais jamais abordé cette question. Merci à toi de l'avoir posée à l'instant dans le chat. Donc ça, c'est pour l'UMA. Comme j'ai décidé de battre mon record de stream là pour une revue de presse et que vous êtes encore très nombreux, je continue avec un dossier qui est vraiment intéressant dans l'UMA sur le peuple de gauche. Ici, on est avec l'humain, hein, les gars. Hein. Donc le peuple de gauche qui livre sa feuille de route pour 2022. Qu'est-ce que les électeurs de gauche attendent pour la prochaine présidentielle en termes de programme? Et ce qui m'a intéressé surtout, c'est un sondage sur ce qui fait la différence gauche-droite aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui fait la différence gauche-droite aujourd'hui, hein? Certains se disent que c'est un clivage qui est dépassé, qu'il est plus signifiant, que les différences elles sont ailleurs. D'autres disent qu'il est toujours pertinent et en fait il a juste évolué. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un électeur de gauche et de droite? Eh bien on a un sondage. Où est-ce que c'est? Alors, l'idée c'est pour chacune des opinions suivantes, c'est le sondage, pouvez-vous dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Il faut que j'ouvre les deux pages, sinon c'est illisible. Alors les amis, je vous lis ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles électeurs de droite et de gauche sont d'accord. Et ça, c'est bien. C'est des choses importantes, d'ailleurs. Il faut que les richesses du pays ne soient pas accaparées par une minorité. On s'attendrait à ce qu'il y ait plus de gens de gauche pour dire « OK ». En fait, c'est quasiment kiff-kiff. 91% pour les personnes de gauche, 85% pour les personnes de droite. Donc il y a des thèmes comme ça qui rassemblent. Les aides publiques doivent être accordées aux entreprises publiques, mais avec des contreparties environnementales et sociales. Là aussi, c'est kiff-kiff, 88-86%. Ok, c'est intéressant. Par contre, il y a des marqueurs, comme on dit, il y a des choses qui vraiment différencient, selon ce sondage, des électeurs de droite et de gauche. Par exemple, tous les étrangers résidant en France depuis plusieurs années devraient avoir le vote. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? 66% des électeurs de gauche disent d'accord. Les étrangers devraient avoir le droit de vote. Ceux qui vivent depuis plusieurs années dans notre pays, 33% seulement des électeurs de droite. 66%, 33%. Là, c'est un marqueur. Okay, un autre marqueur qui apparaît... Ah oui, c'est beaucoup les questions sociétales et d'immigration. L'immigration rapporte plus à la France qu'elle ne lui coûte. D'accord, pas d'accord? Je ne me trompe pas de colonne. Donc elle rapporte plus à la France. Alors il faut bien que je m'aligne. Voilà. Alors 48% des gens de gauche sont d'accord, c'est une petite minorité, que 24% des électeurs de droite. Marqueur. Et puis, sur la réforme des retraites, qui a été mise en pause par le président Macron, est-ce qu'elle doit être menée avant la fin du quinquennat? Vous avez 40% seulement des électeurs de gauche qui sont d'accord, contre 53% des électeurs de droite. C'est vraiment intéressant, c'est beaucoup plus riche que ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire dans l'Humanité, page 5, aujourd'hui. Et voilà pour l'humain. Oh, Étienne transforme l'ASMR avec le son du journal et sa voix, j'adore. C'est pas exprès, hein, je suis juste là pour lire les journaux, mais si ça vous plaît, ça va. Bon, alors, il nous reste... Putain, l'Humanité, je vous ai tout lu? Ouais. Il nous reste quoi? Alors, c'est quoi ça? Je crois que le Figaro, on l'a lu. Ouais.
D'accord. Bon, on est allé plus vite que je pensais sur la fin. Les amis, dans quelques minutes, on va se quitter. On va faire un petit raid aussi hein, à la fin. On finit avec les échos qui nous rappellent que demain, c'est le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'est la commémoration des attentats du World Trade Center. Et demain, c'est les 20 ans. Tout à l'heure, au début du stream, c'était vachement intéressant. Je disais un peu comme ça que il y a des événements comme ça qui sont très rares d'ailleurs. On se souvient tous où on était, pour ceux qui étaient nés et en âge de s'en souvenir, on se souvient tous de où on était le 11 septembre 2001. Et c'est marrant, vous m'avez envoyé plein de commentaires et vous vous souveniez, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, effectivement, où vous étiez précisément quand vous avez appris que les tours du World Trade Center avaient été frappées par le terrorisme. Et justement, eh bien, commémoration en une des échos, avec un dossier vachement intéressant. En 5 points, il y a l'Amérique qui cherche à tirer les leçons du 11 septembre 2001, toujours. Il y a les banquiers, les assureurs mieux armés face aux risques. Voilà. Il y a comment le transport aérien s'est adapté à la menace terroriste. Voilà. Comment les architectes, c'est étonnant, merci à la personne qui offre les subs aux gens, là. Ça c'est super cool. Comment les architectes intègrent le risque terroriste aujourd'hui pour construire les tours. Voilà. Je vois que justement vous partagez en ce moment, ça c'est super. C'est triste souvenir, mais de là où vous étiez, à quel moment vous avez appris ça. Et puis un papier sur Joe Biden aussi, hein, qui vient d'être élu, hein, qui est en exercice depuis pas très longtemps et qui est déjà profondément affaibli. Après le chaos en Afghanistan et avec des élections de mi-mandat souvent fatales à la majorité, le temps utile est court pour la Maison-Blanche sous pression des conservateurs. Il a un début de mandat, merci Super Looping, il a un début de mandat qui est quand même super difficile, avec ce qui, pour beaucoup, est une véritable faute, ce retrait raté d'Afghanistan dans la cacophonie, dans une forme de précipitation. Voilà. On a le sentiment, quand on lit les éditos aujourd'hui, que ça va peser lourd sur la suite de son mandat. Et un dernier article dans les échos, et puis on a terminé. Je range au fur et à mesure à peu près, parce que si vous voyez cette pièce, le boxon que je lui mets, sur le solaire, l'énergie solaire aux États-Unis. Écoutez, les chiffres sont dingues, tellement dingues qu'on se demande si ça va se réaliser, mais j'apprends page 18. En fait, c'est le cahier entreprise et marché des échos, que les États-Unis veulent faire du solaire, l'énergie solaire, leur première source d'énergie. En fait, l'administration Biden, dont je parlais à l'instant, a dévoilé les objectifs extrêmement ambitieux, mais alors extrêmement ambitieux, en matière d'énergie solaire. D'ici à 2050, elle pourrait représenter près de la moitié de l'électricité produite aux États-Unis. Donc ça, c'est dans 30 ans, remarquez, ouais. Mais les chiffres paraissent hors de portée, écrivent les échos, même si Biden y croit. Aujourd'hui, le solaire aujourd'hui, c'est 4% de la production américaine d'électricité. L'objectif, c'est d'arriver à plus de 50% en même temps, bon, d'ici 30 ans, quoi. Okay. Avec les échos qui disent, franchement, ça va être chaud. Sauf que c'est vrai que le coût des panneaux solaires a considérablement chuté, je cite l'article, depuis une dizaine d'années, rendant cette source d'énergie beaucoup plus viable, et l'administration Biden veut en profiter pour faciliter leur usage, y compris chez les particuliers. Révolution. En même temps, hein, qui serait assez malin ou clairvoyant pour dire où on sera, notamment sur cette question de l'énergie, le monde dans 30 ans, alors à la vitesse où ça va, franchement, c'est chaud. Les amis, vous êtes un peu plus de 5000, ça me fait super plaisir que depuis lundi, depuis mon retour sur Twitch, de vous voir aussi nombreux tous les jours. C'est un bonheur. Du coup, on a fêté ça, c'est en mode folie ce matin, puisqu'on a fait des trucs de ouf. Je devais être là de 10h à midi, il est 13h21, donc 3h21, je pense que c'est l'une de mes revues de presse les plus longues. En général, pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis beaucoup moins bavard. C'est plutôt 2h, 3h21 grâce à vous, c'est parce qu'en fait, vous dites, voilà, on co-anime, et là vous me dites des trucs tellement pertinents et dingues et drôles, souvent parce que moi j'aime bien rire, que ça me fait rester.
Donc vous dire ça. Pour la première fois dans l'histoire de mon stream, parce que d'autres l'ont sûrement fait avant, je suis allé faire pipi en direct et j'en suis très très fier tout à l'heure, parce que bon, 3h20 c'est trop long. Et on a bien rigolé. Et en plus, vous étiez plus nombreux encore après mon retour. Donc ça, c'est un vrai mystère. Donc je pense que je vais régulièrement aller faire pipi. Ne te brûle pas les ailes, on compte sur toi, me dit Ipsumri. Tu as bien raison. Je veux durer jusqu'en juin. Je me suis dit 4 streams par semaine. Bon, je suis déjà à 5 et ça fera 6 parce que dimanche matin je serai là, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu me voir cette semaine parce que tout simplement le matin ils ne pouvaient pas. Donc dimanche matin, pour eux, rien que pour eux, je serai là parce que le dimanche on a aussi une belle presse, la presse du matin, le journal du dimanche, le Parisien dimanche, les hebdos, la presse en région qui est là le dimanche aussi. Donc je serai là dimanche. Après, je vais trouver un rythme un peu plus tranquille quand même en mode marathon, en mode Ironman pour durer jusqu'en juin. 1000 merci. Le mec ne sait pas se gérer. Si, c'est juste que c'est bon, en fait, c'est ça. 1000 merci. Pas demain. Demain, c'est pause. Demain, c'est famille. Dimanche matin, un petit stream. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce quand je stream. Comme ça, vous savez. Par ailleurs, moi, je vous fais un petit... sur Twitch, vous avez un truc agenda, programme. Et là, maintenant, je remplis ça. Donc, vous pouvez savoir en début de semaine ce que j'ai prévu en termes de stream. Ça, je vais le remplir maintenant à chaque fois. N'hésitez pas à follow ma chaîne et à activer les notifications comme ça. Quand je stream, bim, notif sur le téléphone, bim sur la tablette, bim sur l'ordinateur, et comme ça vous ne manquez rien. Et si vous le souhaitez, si vous le voulez, si vous le pouvez, n'hésitez pas, les subs également pour soutenir cette petite aventure de l'apprenti streamer Samuel Etienne. 1000 merci à vous d'avoir été avec moi ce matin, c'est vraiment cool. On va se quitter en musique. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un beau week-end. Et puis n'hésitez pas à me proposer là maintenant, merci Camille d'être là, parmi les fidèles des fidèles, merci vraiment. Et merci Amber It pour la modération. Et merci au Modo pour la qualité de la modération. Sans vous, ce ne serait pas possible. Cet exercice. Merci les modos. On va se quitter en musique et on va faire un petit raid aussi. Vous êtes plus de 5000. Je vais vous emmener découvrir un autre streamer, une autre streameuse. Je privilégie les streamers qui ont peu de viewers mais qui font un bon contenu. Donc n'hésitez pas là maintenant à me proposer. Je vois des propositions là dans le chat. Vous me faites des propositions de raid et dans 2-3 minutes, le temps que je vérifie parce que je regarde quand même où on va, je vous envoie faire un raid. Soyez cool avec la personne, curieux, enfin comme vous êtes ici quoi. Je vous dis à très vite. 1000 merci pour tout. Dans un instant, on fait un raid. Ciao ciao.